Nous sommes aujourd'hui très heureux de recevoir le professeur Azargat, chercheur sur l'histoire militaire, la stratégie militaire, les problèmes de la guerre et de la paix en général, et notamment le champ d'études et de recherche de l'Institut de la guerre et de la paix que dirige Hervé de Révillon, que je salue. Azargat a une carrière universitaire extrêmement prestigieuse. Il a occupé des postes aussi bien à l'université de Fribourg, à l'université de Yale, à l'université d'Oxford, en étant à chaque fois distingué par des postes ou par des bourses. Il est d'ailleurs aujourd'hui titulaire de la chaire Ezer Weizmann à l'université de Tel Aviv. Il a écrit, je ne vais pas passer en revue, une ample bibliographie qu'il a amené à croiser Clausewitz, comme une de nos dernières intervenantes l'année dernière, Béatrice Heuser. Un de ses premiers ouvrages a été Les origines de la pensée militaire des Lumières à Clausewitz, et son dernier ouvrage, Nation, l'histoire longue et racines profondes de la politique ethnique et le nationalisme, qui a été publié sous un titre dont l'adaptation, la traduction est un peu approximative à mon sens, à l'université de Cambridge, et donc mieux vaut se rapprocher du titre en anglais qui est plus juste. Alors, il vient nous parler du passé et de l'avenir de la guerre, mais je pense que vous lui parlerez aussi, et vous connaissez bien le principe de ces conférences, vous nous parlerez peut-être aussi du présent de la guerre, dont les spectres malheureusement dansent sur un certain nombre de théâtres de conflits. Et pour les Européens qui s'étaient habitués dans les 20 années qui ont suivi la guerre froide à l'idée que la menace avait définitivement reflué, avait définitivement reculé, de voir aujourd'hui que les théâtres de conflit se sont rapprochés au point même d'avoir une nouvelle guerre avec l'intervention russe en Ukraine directement à proximité des frontières de l'Union européenne, et de devoir assumer des défis de sécurité de l'autre côté de la Méditerranée, problématique de la Libye, problématique, vous le savez, de la bande saharo-sahélienne, et puis plus généralement la problématique du Moyen-Orient, dont je pense vous aurez l'occasion par vos questions sur lesquelles vous aurez l'occasion de l'interroger. Alors aujourd'hui, on a aussi le plaisir d'avoir avec nous un chercheur talentueux, chargé de mission sur les questions internationales au Centre d'analyse de prévision et de la stratégie, qui a au fond, Jean-Baptiste Janssen-Villemer, ce qui n'est pas si étrange finalement dans le croisement du domaine de la stratégie et des relations internationales, autant un parcours de philosophe et de philosophe de la science politique. Je ne vais pas évoquer ici Pierre Asner, qui était venu l'année dernière dans le premier cycle de conférences de la chaire Les grands enjeux stratégiques, et qui avait passé, Jean-Baptiste Janssen-Villemer, très brillamment une thèse de doctorat au nom de l'humanité, histoire, droit, éthique et politique de l'intervention militaire, justifié par des raisons humanitaires, qui a donné lieu à un ouvrage tout à fait remarquable. Il a évidemment un antécédent moins important, comme dans sa carrière universitaire, mais elle est également brillante, puisqu'elle l'a conduit notamment comme maître de conférence à Sciences Po, comme chargé de cours à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, ou encore comme chargé de cours à la faculté de Montréal, de dispenser de nombreux enseignements. Alors vous connaissez le principe, Azargat, je pense qu'on vous l'a expliqué. Vous intervenez pendant, je dirais, environ 45 minutes, 1 heure, vous avez 1 heure pour vous. Ensuite, il y a un débat avec Jean-Baptiste Janssen-Villemer qui vous relancera à partir de votre propos introductif. Et puis, on conserve généralement 1 demi-heure pour les questions de la salle, dont je connais bien le visage, et en les poussant à s'exprimer, même si, comme toujours, ils ont plutôt tendance à se refluer à la périphérie de la salle. Et donc, voilà, je vous observerai, et j'espère que vous poserez d'abord des questions. Merci beaucoup, Azargat, je vous laisse la parole. Thank you very much. I'd like to apologize. I'm going to... Je vous remercie, et toutes mes excuses de m'exprimer par le truchement d'un interprète. Mon français est trop rudimentaire. Je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à prendre la parole ici. Ce dont je voudrais vous entretenir, ce sont les premières et les plus récentes étapes de l'histoire de la guerre,
et puis les questions qu'elle pose par rapport au phénomène de la guerre, à savoir d'où les guerres se déclarent et où elles vont, en quelque sorte. La première question, c'est depuis quand les hommes se battent-ils? Est-ce que la guerre a toujours été là? Est-ce que elle a toujours accompagné la première espèce d'homme? Ou bien s'agit-il d'un phénomène assez récent qui est apparu avec la culture humaine? Par exemple, avec l'avenue de l'agriculture, vous avez les premiers groupes pionniers ont commencé à se battre en même temps il y a 10 000 ans, ou encore il y a 5 000 ans, les autres cultures qui ont dépassé l'âge de la pierre en quelque sorte. Mais la guerre commence par l'alphabétisation, enfin en tout cas, les récits de guerre ne commencent qu'avec l'alphabétisation, il y a 5 000 ans. Mais l'homme, le genre humain existe depuis des millions d'années. L'Homo sapiens, qui est biologiquement comme nous, existe peut-être depuis 150 000 ans. Donc, vous avez 99,5% et 18% du temps que nous avons passé sur la planète, et quand on regarde cette étendue de temps, on voit que l'époque contemporaine n'est que la pointe de l'iceberg. Et dans l'histoire de la philosophie, ce n'est que récemment qu'on s'est intéressé à l'histoire de la guerre, et il y a plusieurs réponses conflictuelles qui ont été présentées par Thomas Hobbes au XVIIe siècle et Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Pour Hobbes, les conditions préalables étaient caractérisées par une guerre de tous contre tous, lorsque l'imposition de l'autorité, l'imposition de la paix s'accompagnait de régimes extrêmement brutaux. Pour Jean-Jacques Rousseau, c'était l'inverse. C'était l'inverse, c'est-à-dire que la condition aboriginale de l'homme était fondamentalement pacifique. L'homme était le bon sauvage, et même avant l'agriculture, il n'y avait pas lieu de se battre. La guerre, selon Rousseau, est survenue très tard. C'est un des fléaux de la civilisation. Et les deux positions, celle de Hobbes et de Rousseau, étaient tellement convaincantes qu'elles sont restées d'actualité jusqu'à ce jour. Mais lequel des deux a raison, Hobbes ou Jean-Jacques Rousseau? Alors, pour les philosophes politiques, la question se pose à peine, puisque on dit en général que Hobbes et Rousseau ont postulé l'état de la nature comme étant hypothétique et s'en sont tenus à de justes hypothèses. Mais enfin, ce n'est pas une description très juste de leur appréciation. Et indépendamment de Hobbes et de Rousseau, la question est de toute façon historique et empirique, et pas simplement philosophique. Et au bord de l'exploration, des contacts de l'Europe avec les sociétés aborigènes, Hobbes et Rousseau étaient parfaitement conscients des différences culturelles, et de ce fait, leur connaissance du passé lointain, faible à l'époque, s'est beaucoup améliorée depuis. Et on s'est rendu compte que le développement de l'agriculture et de l'État n'est que relativement récent. Donc, tout cela nous amène à l'archéologie. Quelle lumière pouvons-nous jeter sur la question? Malheureusement, pas tant que ça. Et la raison en est que les armes qui existaient avant le métal sont pratiquement impossibles à distinguer des instruments de chasse. Les haches de pierre, les flèches étaient utilisées uniquement pour la chasse, ou bien avaient-elles d'autres usages? Étaient-elles également utilisées pour la guerre? Pliés étaient souvent faits de matières périssables, de cuir, de bois, évidemment, n'ont pas survécu au passage du temps. Et puis les peuplades qui n'étaient pas sédentaires, qui étaient nomades, ont laissé derrière elles des traces qui ont finalement disparu, parce qu'elles n'étaient pas restées au même endroit. Et on en va de même des cimetières. Les cimetières, normalement, n'apparaissent que quand les sociétés sont sédentaires et non pas nomades. Et la biologie, elle, a évolué à sa façon, et elle nous enseigne une leçon très sombre sur le développement des idées. En effet, dans les années 60, les fondateurs de l'éthologie, qui est le comportement des animaux, et Konrad Lorenz, ont vulgarisé des idées concernant la violence dans la nature. Lorenz estimait que les combats entre
animaux étaient essentiellement de nature duale. Le perdant se soumet et le vainqueur ne pousse pas son avantage jusqu'au bout. Selon Lorenz, ce type de comment s'explique par la nécessité de préserver l'espèce. On ne va pas détruire tout le monde. Et il semblerait que l'homme qui se détruit lui-même à travers la guerre sort de la voie classique de la nature, cette notion de perversion humaine, hein, de singe, disons, tueur, sort un petit peu de la nature telle qu'elle a été décrite dans les philosophies du XVIIIe ou XIXe siècle, où la nature était censée être bonne et l'homme étant l'exception qui confirmait la règle. L'Odyssée de l'espace et la planète des singes ont souligné cette association propre de l'homme avec la violence. Alors depuis, cependant, la théorie de l'évolution a connu un changement remarquable puisqu'il apparaît très clair que la sélection naturelle se produit au sein de chaque espèce plutôt que entre espèces. Et Darwin disait lui-même que c'était des luttes entre individus de la même espèce étaient les luttes les plus intenses puisque l'objet était le même. C'était les mêmes femelles ou la même nourriture qui était recherchée dans la même niche écologique. Et puis en même temps, il y a eu de nouvelles découvertes empiriques sur la nature des combats entre animaux. Par exemple, il a été révélé que la violence perpétuelle, la concurrence permanente a lieu au sein même des espèces différentes de la nature. Et cela touche également les chimpanzés dans leur habitat naturel. On a vu qu'il y a même des meurtres qui sont perpétrés ainsi que des violences de groupe. Alors, les animaux tels ont tendance à éviter les combats, disons, jusqu'au bout pour préserver l'espace. Et il est évident que lorsqu'un animal est trop blessé, il n'est pas capable de se nourrir, il va mourir de faim, il n'y a pas de sécurité sociale dans la nature. Et pourtant, la dissuasion par la démonstration de force, lorsque celle-ci échoue, eh bien, il y a souvent des combats mortels. Et puis, la plupart des tueries se font chez les jeunes, les poussins, les jeunes animaux, où le tueur, disons le prédateur, est disproportionnellement supérieur à sa victime. Il n'y a pas d'équilibre, il y a cette asymétrie et on retrouve ça dans les documentaires sur la Terre à la télévision. Je pense que vous avez tous vu cela à la télévision. Hein, vous avez des lions qui tuent les lionceaux du rival. Vous avez, lorsqu'il y a une pénurie alimentaire, vous avez des oisillons qui sont massacrés ou la nourriture qui est volée. Enfin, tout ce trafic existe. Alors, est-ce que la biologie a fait un demi-tour à 180 degrés depuis les années 60 ? Il semblerait en tout cas que l'homme ne soit plus unique en son genre, en tout cas dans la nature, n'est pas le seul à tuer son proche, ou en tout cas son semblable. C'est normal de tuer justement son semblable. Alors la question empirique est de savoir, mais qu'est-ce que l'on sait concernant l'homme dans la nature ? Est-ce qu'il y a des raisons de croire que les gens se battaient avant la création des États, avant l'apparition de l'agriculture ? Eh bien, la discipline la plus pertinente en la matière, c'est l'anthropologie, hein, qui étudie des civilisations ou des sociétés, en tout cas pré-étatiques, pré-agricoles. Alors, l'interprétation de cette information n'est pas toujours facile, parce que le problème, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du contact, c'est-à-dire que les sociétés qui n'ont pas laissé de traces écrites de leur histoire font que, bon, il faut avoir accès à des sociétés littéraires, et les milieux littéraires étaient très fermés. C'est comme en mécanique quantique, c'est-à-dire que l'observation dépend de l'observateur, l'objet observé dépend de l'observateur. Hein. Alors, vous avez évidemment des éléments comme les produits agricoles, le bétail, les outils que les cueilleurs, chasseurs voudront voler à des clans voisins. Enfin, on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Comment voulez-vous observer des sociétés de cueilleurs
chasseurs qui n'ont aucun contact avec les sociétés ou les civilisations agricoles et d'État. C'est comme la lumière à l'intérieur du frigo. Est-ce qu'elle s'éteint vraiment lorsqu'on ferme la porte du frigo? À propos, j'ai un copain qui a récemment dit qu'elle a réglé le problème. Quand elle était petite avec son petit frère, ils se sont enfermés, ou plutôt son frère l'a enfermé dans le frigo et il faisait noir à l'intérieur. Donc effectivement, elle avait la preuve. Enfin bon, en raison de cette ambiguïté, le fait que l'observation dépend de l'observateur, on ne peut pas départager Hobbes et Rousseau puisque avec le Zeitgeist, disons avec le regard, c'est plutôt vers Rousseau que la balance a tendance à pencher. Mais enfin, la vraie question est de savoir, lorsqu'on a des sociétés de cueilleurs, chasseurs, savoir si ces sociétés se battaient, s'il y avait des conflits, des batailles, des guerres. Et en fait, le point de départ de cette observation, c'est l'Australie. Vous avez un continent d'aborigènes de chasseurs-cueilleurs qui n'avaient pas de société pastorale et où l'État n'a été créé qu'il y a 200 ans, en 1788. C'est là où on a ce qui ressemble le plus à un laboratoire à une échelle continentale, en tout cas la meilleure observation qu'on puisse avoir. Et en faisant coopérer quelques 300, enfin il y avait 300 à peu près groupes ethniques qui vivaient là lorsque sont arrivés les colons, et on voit que les aborigènes justement se battaient entre eux, et il y a des éléments, notamment des boucliers qui n'étaient pas utilisés, notamment pour chasser le kangourou. On peut s'en douter. Et les voici. Alors, la même chose s'applique au microcosme de chasseurs-cueilleurs et aux sociétés horticoles qui persistent dans le nord-ouest des États-Unis, de l'Oregon à l'Alaska, mais également en Amazonie et en Nouvelle-Guinée. On retrouve ce genre de situation. En tout cas, dans toutes ces régions, ces batailles entre indigènes étaient féroces. Même les Bushmen du Kalahari, qui ont fait l'objet d'études dans les années 60 et qui étaient célébrés comme un peuplade pacifique, eh bien, les Bushmen avaient 4 fois le taux d'homicide des États-Unis dans les années 90, qui était lui-même le plus élevé du monde développé. Les Inuits du centre du Canada avaient un taux de meurtre 10 fois supérieur au taux d'homicide des États-Unis des années 90. Donc, pour ce qui sont les sociétés pré-étatiques et pré-agricoles, on a des découvertes qui pourraient paraître vagues dans certains cas, mais qui se répètent régulièrement dans une étude de cas, dans chaque étude de cas anthropologique, et on a véritablement affaire à un mode de comportement reconnaissable. 55% des mâles dans ces sociétés mouraient d'une mort violente, et les autres étaient couverts de cicatrices et scarifiés. Contrairement à ce que l'on croit, c'est un taux de mort violente bien supérieur à ce que l'on trouvait dans les sociétés modernes. Vous n'avez que les guerres mondiales qui se rapprochaient de ce triste record. Et évidemment, on commence à s'intéresser de plus en plus à ce phénomène. Et donc Hobbes avait beaucoup plus raison, était plus proche de la vérité que Rousseau dans la description de l'état du sauvage ou de l'homme, disons, de l'homme sauvage. Alors, je passerai très brièvement sur la question du pourquoi. Pourquoi les gens se battent-ils? Les gens se battent pour obtenir ou pour défendre des objets de désir ou des objets convoités que l'on ne peut obtenir que par des moyens violents. Alors, il pourrait y avoir de la coopération, de la concurrence ou de la violence, selon les valeurs, ou en tout cas selon la tactique ou la méthode la plus efficace. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement recours à la violence, notamment les désirs alimentaires ou sexuels. Pensez aux Suédois ou aux Suisses qui se sont battus depuis des siècles et qui pourtant ne semblent pas en souffrir particulièrement. Mais si vous leur privez
les priver d'aliments ou de sexualité ou de sexe pendant un certain temps, il y aura quand même du changement. Donc cette violence est programmée en nous en quelque sorte. Ça n'est pas quelque chose qui nous mène, mais c'est un moyen plutôt qu'une fin en soi. C'est quelque chose qui nous permet d'obtenir certains résultats et c'est un moyen extrêmement dangereux puisque il est particulièrement activé lorsque les méthodes plus pacifiques échouent ou sont trop coûteuses ou si les chances de succès sont jugées bonnes. Et donc la violence fait partie de notre boîte à outils évolutive qui contient d'ailleurs d'autres instruments plus délicats qui peuvent être choisis selon les circonstances. Ce sera la violence ou autre chose selon les circonstances. Alors, autour de quoi se battait-on? Quels étaient les enjeux des conflits? Alors, les ressources, les territoires de chasse, les terres de chasse faisaient l'objet de rivalités parce que la rareté du gibier signifiait que bien souvent faisait toute la différence entre arriver à survivre ou non. Les enjeux étaient donc importants. Les femmes également étaient l'objet de convoitises parce que la reproduction est une force de sélection très puissante et était au cœur de notre système de motivation. La polygamie pour les hommes victorieux était la règle et les enlèvements, les viols, les relations extramaritales en sont la preuve et l'Iliade et l'Odyssée en sont deux exemples littéraires qui montrent l'importance de cette motivation. Et puis le statut social, lui aussi, a été un moyen d'arriver à ses fins et a été souvent l'objet également de luttes âpres. Les gens défendent leur honneur, car si cet honneur n'est pas défendu, eh bien, elles seront écrasées et cette soumission en encouragera d'autres. C'est le processus de victimisation. Et comme disait Winston Churchill, ceux qui préfèrent la honte à la guerre auront et la honte et la guerre. Et alors les gens se vengent des blessures infligées par d'autres parce que, comme l'a montré un jeu informatique, le donnant-donnant est la méthode qui marche le mieux, c'est-à-dire que on rend la gentillesse par la gentillesse, mais on rend la méchanceté par la méchanceté. Et quand on se trouve enfermé dans un cercle vicieux de violence, on oublie l'origine du conflit, la cause primale, et pourtant le conflit se perpétue. Et dans des situations existence même constituer une menace qui nécessite une forte vigilance, une certaine force ou même des actions préemptives qui ne font qu'intensifier finalement le sentiment d'insécurité mutuelle et le résultat est créer d'autres cercles vicieux, les courses aux armements en particulier, on les retrouve partout dans la nature, ce sont les raisons pour lesquelles les arbres ont des épines, il y a un véritable coût évolutif pour arriver à cette espèce d'armement naturel qui permet à un arbre d'atteindre la lumière du soleil. Mais vous connaissez l'effet de la reine qui est nommé après le paradoxe d'Alice au Pays des Merveilles, où on court le plus vite possible, on dépense tous les moyens que l'on a et pourtant on arrive qu'au même endroit, les uns par rapport aux autres en tout cas, on n'a pas réussi à dépasser les autres malgré tous les efforts que l'on fait. Ça, c'est le phénomène de la reine qu'on retrouve dans la course aux armements, la méfiance mutuelle que l'on rencontre entre les protagonistes de ces conflits qui finalement s'animent de leur propre vie, des conflits qui s'auto-perpétuent et qui coûtent des vies de part et d'autre, indépendamment des motifs d'origine. Et puis souvent, on préfère il préfère avoir il donne préférence à l'ethnie ou à la famille au-delà des autres considérations, ou en tout cas les gens qui appartiennent à la même communauté. Ce communautarisme peut être non seulement biologique mais ethnique ou religieux, et les enjeux sont quelquefois non pas simplement ici-bas mais également dans l'au-delà. Ça, c'est des sujets un peu plus complexes que l'on peut découvrir dans les conflits contemporains
contemporain. Et passons donc au passé plus récent et à la situation contemporaine. On est souvent frappé de voir que la mortalité dans les guerres a baissé considérablement après 1850, notamment dans le monde en développement. La grande paix entre les grandes puissances après la Deuxième Guerre mondiale, après 1945, est très reconnue et est attribuée essentiellement au facteur nucléaire, la dissuasion nucléaire, qui fait que tous les protagonistes se sont concentrés sur ce danger, comme la corde du pendu qui pend comme une épée de Damoclès. Mais en fait, le déclin du nombre de victimes en guerre est antérieur finalement à l'âge nucléaire. En 1815, les guerres entre les sociétés industrielles ont diminué d'environ pour se ramener à un tiers de ce qu'elle était dans les siècles précédents. Donc c'était un changement sans précédent où le nombre de... Je précise, les nombres de victimes ne s'est pas réduit d'un tiers, mais a été ramené à un tiers de ce qu'elles étaient. Et en 1945, donc c'était il y a 70 ans, ce conflit-là avait été précédé. Enfin, la paix que nous connaissons depuis 1945 a été précédée de 43 ans de paix dans l'intervalle précédent. Et entre 1815 et 1854, il y avait encore une fois 39 ans de paix. Donc, les trois périodes les plus longues de paix dans le système des sociétés modernes se sont produites après 1850. Après 1815 plutôt. Et donc ces longues périodes de paix ont précédé l'ère nucléaire, et donc il faut trouver ailleurs l'explication. Comment se fait-il qu'il y a une réduction de cette belligérance depuis 1815 et pourtant, vous aviez deux, évidemment, phénomènes qui étaient des exceptions à cette règle, les deux grandes guerres mondiales. Alors, on a tendance à se dire que les guerres ont diminué en fréquence au cours des 2 derniers siècles parce qu'elles étaient justement trop mortelles, trop destructrices, trop coûteuses. Par rapport aux populations ou à la richesse des États, finalement, les guerres ne sont pas plus coûteuses aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier. Les guerres du 19e siècle, qui était le siècle le plus pacifique de l'histoire de la civilisation, étaient finalement peu coûteuses proportionnellement. Et les 2 guerres mondiales, et notamment la Deuxième Guerre mondiale, se retrouvaient peut-être en haut de l'échelle en termes de nombre de victimes, mais contrairement à ce que l'on croit souvent, elles n'étaient pas exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Et il suffit de regarder en proportion de la population ou en proportion de la richesse plutôt qu'en nombre absolu. Il faut voir que c'était de nombreux États qui ont participé aux guerres mondiales. Ce n'étaient pas des conflits bilatéraux. Alors par exemple, je m'explique. Au cours des 3 premières années de la Deuxième Guerre punique, donc ça c'était de 218 à 216 avant Jésus-Christ, Rome a perdu 50 000 citoyens de 17 à 46 ans sur un total d'environ 200 000, donc c'était un quart de la population de cet âge-là, donc 25% de la cohorte militaire en l'espace de 3 ans, de 218 à 216 avant Jésus-Christ, en même temps, et c'était supérieur au nombre de victimes, enfin proportionnellement allemandes ou même russes dans le deuxième conflit mondial, où le conflit de la Mongolie a infligé à la Russie et à la Chine des destructions et des pertes qui étaient les plus élevées de toute l'histoire de l'humanité, et même selon les estimations les plus faibles, le nombre de victimes était au moins aussi élevé en Chine, et certainement supérieur aux pertes soviétiques de la Deuxième Guerre mondiale, puisque c'était 15% de la population qui a trouvé la mort. Et un dernier exemple, au cours de la guerre de 30 ans, les pertes de population, enfin le nombre de victimes en Allemagne, se situaient entre 1/5 et 1/3 de la population, en tout cas bien plus que le nombre de victimes allemandes dans le premier et deuxième conflit mondiaux combinés.
On pense souvent que les technologies militaires plus avancées pendant la période moderne entraînent nécessairement plus de mortalité, plus de destruction, mais en fait, bien souvent, cela entraîne également plus de pouvoir de protection. Hein. Les chars armés, plus d'agilité, les mesures électroniques, autrement dit, les technologies aussi bien offensives que défensives se développent en même temps, ont tendance à se compléter. Et puis, de plus, on oublie trop souvent que la grande majorité des millions d'incompétents tués par l'Allemagne, par les Allemands pendant les Deuxième Guerre mondiale, où les non-combattants, les Juifs, les civils, aussi bien en Allemagne qu'en Russie, sont morts de faim, de froid, sans parler des exécutions de masse, c'était à cela qu'était due la mortalité plutôt qu'à la technologie militaire. Vous avez des exemples de génocide au cours du XXe siècle et même antérieurement qui étaient réalisés avec des technologies toutes bêtes. Le génocide rwandais à la machette en est un exemple et particulièrement horrible. Et il n'est pas vrai non plus que les guerres des 2 derniers siècles soient devenues plus coûteuses économiquement qu'elles ne l'étaient antérieurement. Par rapport à la richesse des États concernés, la guerre fait toujours intervenir d'énormes coûts économiques et a toujours été la ligne la plus importante du budget des États. En Espagne au XVIe et XVIIe siècle, en France au XVIIIe siècle, ces pays ont été ruinés par les guerres, les dettes de guerre qui, dans le cas de la France, a entraîné la Révolution française. Et puis, de plus, la mort de faim, la famine dans les était très gens mouraient de faim. Et puis, la baisse des guerres, enfin du nombre de guerres, a été remplacée par des changements d'attitude sociale. C'est-à-dire que pourquoi maintenant plutôt qu'avant? Ça, on n'a pas d'explication immédiate. Parce qu'après tout, la plupart des doctrines morales telles que le bouddhisme ou le christianisme ont rejeté la guerre pendant des milliers d'années sans que c'est un effet particulier. Et on pense que les gens, tout d'un coup, ont pris conscience du fait que les guerres n'ont aucun sens, elles sont même complètement absurdes et folles et certainement pas nécessaires dans un monde, un monde enrichi. Mais pensez à Genghis Khan, qui, selon les études génétiques, est l'ancêtre de 8% de toute la population asiatique. 1% de la population du monde vient de Genghis Khan en personne et descend de Genghis Khan en personne. Donc ses fils et petits-fils, finalement, ont gouverné cette région du monde d'Asie pendant des siècles. Alors, il faut se dire que seuls les autocrates et l'aristocratie militaire a bénéficié de la guerre, alors que le peuple n'en était que la victime. Mais il faut quand même se rappeler que les deux grands États les plus guerroyés étaient l'Athènes démocratique et la Rome républicaine. Et ils étaient tellement efficaces à cette fin parce que justement la population bénéficiait de la guerre, l'expansion impériale et donc s'associait à la cause guerrière de l'État, de leurs États respectifs. Comme nous l'avons dit au préalable, pour atteindre leurs objectifs, les personnes peuvent coopérer, être en concurrence pacifique ou avoir des conflits violents. Et dans toutes ces stratégies de comportement, on trouve des outils qu'on peut employer de façon interchangeable en fonction des contextes ou des perspectives éventuelles de succès. Cela permet de comprendre comment s'organisent les choix humains sur un continuum du conflit violent jusqu'à la coopération pacifique ou la compétition, la concurrence. Il faut comprendre le calcul coût-bénéfice au cours des 2 derniers siècles ainsi qu'au cours des dernières décennies. Bien avant le milieu du 19e siècle, des théoriciens comme Saint-Simon, Auguste Comte, John Stuart Mill se sont rendus compte que ce changement provenait de l'avènement de la révolution industrielle et commerciale, la transformation la plus radicale des sociétés humaines depuis l'adoption de l'agriculture à l'ère néolithique. Tout d'abord, étant donné la croissance de la richesse par habitant de 30 à 50 fois
à partir du début de la révolution industrielle, la menace malthusienne avait vu sa fin. Il n'y avait plus de quantité finie. Il s'agissait à présent de déterminer comment elle était distribuée. Et donc, la question s'est déplacée depuis cette perspective du jeu à somme nulle. Deuxièmement, les économies n'étaient plus en autarcie. Elles se connectaient de plus en plus à travers la spécialisation, les échelles et les échanges. Par conséquent, cela a conduit à un changement de tout le système et conduisait à une autarcie négative pour l'État et le bien-être de la population. Ce qu'on trouvait dans les années 1840 s'est répété avant la Première Guerre mondiale dans l'économie et la critique de Keynes des réparations trop dures imposées à l'Allemagne à l'issue de la guerre. La plus grande ouverture économique a rendu les guerres moins probables en dissociant les excès économiques des confins, des limites de l'État et de la souveraineté politique. Il n'est plus nécessaire de posséder un territoire politiquement pour en tirer les bénéfices. Tous ces facteurs et l'interdépendance commerciale ont attiré l'essentiel. Les facteurs ont eu un impact aussi important. Donc, plus la coopération économique concurrentielle est productive, moins le conflit est intéressant. Donc, plutôt qu'une guerre de plus en plus coûteuse, comme on le croit, c'est en fait la paix qui devient de plus en plus rentable. Mais alors, pourquoi y a-t-il encore eu des guerres au cours des 2 derniers siècles, même si certainement de moins en moins fréquemment? Eh bien, en premier lieu, les identités ethniques et nationales ont souvent fait fi des logiques économiques et rendu compte de l'essentiel des guerres en Europe entre 1850 et 1945. C'est encore le cas aujourd'hui, mais surtout dans les contrées les moins développées de la planète. Qui plus est, la logique des nouvelles réalités économiques, à la fin du 19e et début 20e, a conduit les grandes puissances à remettre en place des politiques protectionnistes et à s'engager dans des aventures impérialistes dans d'autres contrées. Cela a signifié que l'économie mondiale émergente se scinde plutôt que ne s'ouvre et chaque domaine impérial se rapprochait des autres, ce qui s'est éventuellement produit dans les années 1930. L'effet boule de neige s'en est suivi dans une recherche d'acquisition, d'expansion coloniale de plus en plus importante. Et pour l'Allemagne et le Japon, le besoin de briser ce Lebensraum s'est imposé avec de plus en plus d'urgence, ce qui explique les 2 guerres mondiales. Et la retraite du libéralisme économique dans les premières décennies du XXe siècle provient de l'ascension d'idéologies politiques antidémocratiques et antilibérales qui ont conduit à un climat de violence, le communisme et le fascisme. Depuis 1945, le déclin des grandes guerres s'est encore accru. Les armes nucléaires ont joué un rôle clé dans ce processus, mais il y a eu aussi l'institutionnalisation du libre-échange et le processus conjoint de croissance économique soutenue et intense. La démocratie libérale s'est également étendue, ce qui est un facteur clé. Même si les États non démocratiques et non libéraux sont aussi devenus moins conflictuels à l'ère industrielle, ce sont les démocraties libérales qui ont le plus repris les aspects pacifiques de cette industrialisation. La force arbitraire a conduit ces pays non démocratiques à employer la force à l'étranger, alors que les sociétés libérales et démocratiques ont des relations pacifiques au sein de leur nation, ce qui conduit leurs citoyens à exiger ce standard dans leurs relations internationales. Ces sociétés plus tolérantes sont devenues plus réceptives au point de vue des autres, promouvant la liberté, l'égalité, la participation politique libre
Et ces grandes puissances qui avaient au départ des grands empires ont de plus en plus de mal à justifier leur domination sur des populations étrangères sans leur consentement. Nous avons consacré la vie, la liberté et les droits humains, ce qui a mis en échec la répression par la violence. Par ailleurs, l'individualisme et la poursuite du bonheur a conduit à la mise en échec du sacrifice de sa vie dans une guerre dans les sociétés libérales. La guerre n'est légitime qu'à des conditions très strictes et en général est considérée comme une aberration tout à fait indésirable. Ainsi, la modernisation, surtout dans son versant libéral, a conduit au déclin et permet d'obtenir moins de gains que la coopération pacifique ou la concurrence. Par exemple, la libération sexuelle dans les sociétés conduit à ce que les jeunes hommes ne souhaitent pas renoncer au plaisir de la vie au profit des rigueurs de la guerre. Faire l'amour et pas la guerre a été le slogan de la campagne des jeunes dans les années 60 pour la paix contre la guerre, ce qui a aussi coïncidé avec la libéralisation des mœurs sexuelles. Le résultat de ces grandes tendances a relevé du miracle. La probabilité de la guerre entre démocraties a décliné au point de disparaître et on ne prépare même plus la possibilité d'un conflit militaire entre grandes démocraties. Le monde moderne, économiquement développé, est un lieu de paix. La guerre est confinée aux parties les moins développées de la planète, à des pays qui ont pris du retard dans la modernisation et qui ne bénéficient que peu de ces effets pacificateurs. Il y a donc encore des conflits entre ces pays ainsi qu'occasionnellement avec des pays développés. À ce moment heureux, il faut s'interroger sur quelques grandes forces opposantes et dire que cette grande diffusion de la paix n'est pas sans ombre ni défi. Le défi le plus important est peut-être le retour de grandes puissances anticapitalistes, antidémocratiques, ceux qui avaient été absents depuis la défaite de l'Allemagne et du Japon en 1945. L'émergence massive de pays autoritaires capitalistes, la Chine capitaliste communiste, est le défi majeur de l'équilibre international du pouvoir. La Russie s'est aussi mise en retraite de sa position libérale post-communiste et de plus en plus autoritaire et de plus en plus agressive quant à la défense de ses frontières. La conquête de la Crimée, l'implication militaire en Ukraine provoque des conflits graves avec l'Occident et là encore soulève la possibilité de grands conflits en Europe, ce qui était pourtant considéré comme quelque chose qui relevait du passé. Avec la Chine et la Russie, peut-on se demander s'ils vont se développer, se démocratiser avec le libéralisme? Et c'est la grande question du XXIe siècle. Les leçons de l'histoire ne sont pas claires sur le caractère inéluctable de ce processus. Et depuis le début de la crise économique, les grandes puissances autoritaires ont pris de la confiance, tandis que le prestige et l'hégémonie de la démocratie capitaliste a souffert un coup sans précédent depuis les années 1930 et nous assistons à la montée de cette menace. Nous espérons que ce malaise ne soit pas aussi grave que pendant les années 30 auxquelles nous avons assisté à la montée des totalitarismes et que l'autoritarisme capitaliste ne soit pas une menace qui croisse. Dans le même temps, la grande puissance américaine, appréciée pour avoir fait triompher la démocratie au XXe siècle, est en déclin relatif, mais peut-être moins prononcé qu'on aime à le montrer parfois. Et je me permets d'ajouter
que tout ceci a été écrit bien avant la crise actuelle en Ukraine et le resserrement des liens économiques entre la Chine et la Russie. Qui plus est, le soutien de ces deux pays aux régimes répressifs dans le monde, comme la Syrie et l'Iran, peuvent être un avant-goût de ce qui se profile. Les méga-attentats du 11 septembre 2001 ont attiré notre attention sur une autre ombre sur le déclin de la guerre. C'est la terreur non conventionnelle employant des armes de destruction massive, des armes nucléaires, biologiques et chimiques. Ce sont les armes biologiques qui ont le potentiel le plus important. Les laboratoires cultivent des bactéries, des super-infections contre lesquelles il n'existe pas d'antidote, ce qui pourrait conduire ces armes à être aussi létales, aussi mortelles que les attaques nucléaires, mais en étant bien plus accessibles aux terroristes. Les terroristes ne peuvent pour l'instant mettre au point d'armes nucléaires, mais peuvent s'en procurer auprès de ceux qui en ont la capacité. Les racines du problème tiennent au niveau infra-étatique, aux technologies et à leur diffusion des tueries de masse. La prolifération nucléaire entre deux pays qui ont des niveaux de sécurité bas et des niveaux de corruption élevés pose des problèmes de fuite. Les États les plus fragiles dans le monde posent une menace de désintégration et d'anarchie. Lorsque l'État n'est plus en mesure de gouverner, qui sera chargé de contrôler l'arsenal nucléaire? Le Pakistan, avec ses capacités nucléaires et son instabilité potentielle, sont un cas souvent analysé. Le nouveau califat d'Irak en Syrie, avec cette idéologie antimoderniste virulente et ses pratiques haineuses, en sont un autre exemple. Des scénarios d'individus et d'organisations qui présentent une menace mondiale et qui auparavant relevaient de fiction du type James Bond sont tout à coup devenus très réels. La dissuasion basée sur la garantie de destruction mutuelle ne s'applique pas aux terroristes et donc leur usage d'armes mortelles viendra plus probablement d'eux que des États. Et ces capacités non conventionnelles des terroristes peuvent être employées. Puisqu'une fois que le potentiel est là, il est malaisé de se dire ce qui peut l'empêcher de s'exercer à un moment donné, à un endroit donné. C'est une énigme qui ne présente pas de solution simple ni claire. Les mesures défensives posent autant de problèmes que les mesures préemptives, surtout dans le cadre démocratique, puisqu'elles portent atteinte aux droits civiques. Du côté des éléments défensifs et offensifs de la guerre contre le terrorisme, cette discussion prend des tons idéologiques et moraux. Alors que la menace du terrorisme non conventionnel est réelle, elle va rester parmi nous pendant longtemps et elle ne présente pas de solution simple. Nous sommes aujourd'hui très clairement dans la période la plus pacifique de l'histoire. C'est une tendance profonde, bien enracinée, mais dans le même temps, nous sommes aussi dans le monde le plus dangereux qui ait jamais existé, avec des personnes qui ont la capacité de se détruire totalement, et même des individus ou des petits groupes qui peuvent causer des morts massives. Les estimations vont bon train tant qu'on ne tente pas de prédire l'avenir. Les tendances du passé peuvent changer de cours ou évoluer différemment dans le temps. On ne peut qu'espérer que malgré ces hauts et ces bas, cette tendance générale se maintiendra. Merci beaucoup.